Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Dans cet épisode, on va parler d'argent. De l'argent qu'on gagne, de celui dont on hérite ou pas, de celui qui reste après une séparation conjugale, de l'argent qui peut s'accumuler ou de celui dont on est privé. On va parler de choses très concrètes comme des pensions alimentaires, des héritages et des liens entre l'accumulation des richesses et le genre. Pourquoi les hommes sont-ils plus riches que les femmes ? Et pourquoi le sont-ils de plus en plus ? C'est ce qu'on va comprendre en écoutant mes deux invités, autrices d'un ouvrage important qui s'appelle « Le genre du capital », publié aux éditions La Découverte. Céline Bessière est professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine. Sybille Golac est sociologue et chercheuse au CNRS. Leur livre, c'est le résultat de 15 ans de recherche qu'elles ont passé à fouiller dans des rapports statistiques, à s'entretenir avec des notaires, des avocats, des juges, des familles. Et leur recherche montre quels sont les mécanismes qui favorisent l'appropriation masculine du capital. Alors, j'ai une voix un peu étrange parce que je l'enregistre avec le micro de mon téléphone sous une couette pour essayer d'avoir un meilleur son, parce qu'on est le 19 avril 2020, donc toujours en période de confinement strict. L'épisode que vous allez écouter, lui, a été enregistré bien avant la pandémie de coronavirus, mais ce que vous allez entendre résonne avec ce que nous sommes en train de vivre parce qu'il concerne la base de notre économie, le travail et le capital. Alors, si vous avez les idées claires sur les notions de patrimoine, de travail domestique, sur les origines des inégalités de revenus entre hommes et femmes, vous pouvez passer directement à la 20e minute de l'épisode où on rentre dans le vif du sujet. Sinon, pas d'inquiétude, on va tout reprendre à la base. Et pour commencer, il faut expliquer cette idée qui peut paraître étrange, qui est que la famille, le couple, eh bien, ça n'a pas qu'une dimension affective, de tendresse ou de violence, c'est aussi une institution économique qui produit des richesses. Alors la famille, c'est un lieu notamment de production domestique. C'est là que s'effectue le travail domestique, aussi ce qu'on appelle, c'est là qu'on assure la reproduction, c'est-à-dire c'est là que on élève des enfants, et ça demande du travail. Et alors aujourd'hui, il y a des évaluations de la valeur de ce travail. Il y a plusieurs façons de l'évaluer, mais en gros, les économistes sont d'accord pour dire que ça représente au moins un tiers du PIB. 33% du PIB. 33% du PIB, oui. Mais ce travail-là, soyons, si on est concrète, ça veut dire c'est le travail qui consiste à faire à manger, par exemple, à faire des courses, à faire la vaisselle, à entretenir la maison, les vêtements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans le travail domestique ? S'occuper des devoirs des enfants, ne serait-ce que être là et les surveiller, leur donner le bain, changer les couches, nettoyer les toilettes. Bon, tout ça. Et en fait, si là, vous avez employé le mot travail, et nous aussi on emploie le mot travail, ça c'est vraiment une conquête du féminisme des années 70, d'avoir qualifié tout ça, ce qu'on appelait les tâches ménagères, de travail, et de dire que c'est un travail domestique, et de l'avoir défini comme un travail gratuit. Et c'est ça, en fait, on s'inscrit dans cet héritage-là, de reprendre cette idée que c'est bel et bien du travail. Et on s'est rendu compte, donc ça, on peut reprendre les enquêtes de l'INSEE emploi du temps. Donc on demande aux hommes et aux femmes de décrire ce qu'ils font toutes les 10 minutes. Et en fait, on se rend compte que les hommes et les femmes en couple, avec enfants, les femmes travaillent plus. Elles travaillent en moyenne 54 heures par semaine. Les hommes travaillent en moyenne 51 heures par semaine. Les hommes ont en moyenne 3 heures de temps libre en plus par semaine. Exactement. Sauf que 2/3 du travail des femmes n'est pas rémunéré. C'est ce fameux travail gratuit. Alors que pour les hommes, ça représente seulement 1/3 de travail non rémunéré. Donc pour eux, 2/3 de leur travail est rémunéré. Alors que pour nous, les femmes, seulement 1/3 du temps de travail est rémunéré, en moyenne bien sûr. Donc ça, là on a parlé de ce qu'on appelait les tâches ménagères qui font partie du travail domestique, mais la famille est aussi un lieu de production de richesse autrement, non ? Par exemple, quand la conjointe va aider son mari dans une activité de, je sais pas moi, faire la comptabilité du garage, être la secrétaire médicale de son mari médecin, ce genre de choses aussi, non ?
Oui, ça c'est aussi quelque chose de très important et c'est pareil, c'est quelque chose qui semblait en recul puisque jusqu'à récemment la part des travailleurs indépendants baissait dans la population active, sachant que les travailleurs indépendants sont très majoritairement des hommes et en fait ça s'est stabilisé dans les années 2000 et là j'ai vu, là on commence à constater une vraie augmentation à nouveau de ce travail indépendant sous ses formes classiques mais aussi sous de nouvelles formes plus ou moins détériorées liées à l'ubérisation de la société. Donc ce travail-là gratuit aussi donc de la conjointe, le fait que quand il y a un travailleur indépendant, en fait il faut aussi faire un peu de compta, assurer des courriers, etc. Il peut être pris en charge gratuitement par la conjointe sans aucune reconnaissance. Et sur le travail domestique aussi, on sait que le temps de travail domestique des femmes a diminué. Alors pas beaucoup parce que les hommes le prennent davantage en charge, plus parce que y a, la machine à laver le linge, les plats surgelés. Les plats surgelés. Et ça, il faut aussi avoir en tête que les enjeux environnementaux, ils font qu'il y a des familles où le travail domestique, il a à nouveau augmenté. Quand on fait le choix d'avoir des couches lavables, de tout cuisiner bio, etc., c'est une quantité de travail domestique que quelqu'un doit assurer. Et majoritairement, c'est les femmes qui le font. En quoi ça, c'est une production de richesse ? En quoi ce travail domestique, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une production de richesse ? Une manière de répondre à cette question, c'est si vous produisez un repas, si vous achetez ce même repas, ça a une valeur monétaire. Et là, cette valeur, le temps à la fois d'aller faire les courses, de cuisiner le repas et de le servir, si vous faites appel à un prestataire de service qui fait ça, un restaurant ou un traiteur à domicile, ça a un certain coût. Donc, les économistes que tu as cités tout à l'heure, qui quantifient la valeur du travail domestique, c'est ce type d'opération en fait, qu'ils et elles surtout vont faire. Mais de fait, dans la manière classique de calculer le PIB, tout ça n'est pas compté. C'est pour ça qu'on parle de travail gratuit. Et une autre manière de voir les choses, et ça c'est vraiment l'angle de notre livre, c'est que d'un côté on a des femmes donc, qui travaillent plus que les hommes, et puis de l'autre côté on a des hommes qui accumulent des richesses. Parce que pendant que les femmes produisent ce travail gratuit, les hommes, eux, font du travail rémunéré. Et donc ils accumulent des richesses que les femmes n'accumulent pas. Donc voilà une autre manière de répondre à cette question. J'aimerais, donc pour qu'on comprenne pourquoi vous êtes intéressé au capital et pas simplement aux différences de revenus, qu'on parle un peu de ce que c'est le patrimoine, de ce que c'est les inégalités de patrimoine, les inégalités en termes de capital. Qu'est-ce que c'est quand on dit avoir du patrimoine ? Ça correspond à quoi en fait ? Alors, avoir du patrimoine, donc c'est avoir un stock de richesses. Donc ça peut être de l'argent sur un compte en banque, mais c'est tous les biens qu'on peut conserver et potentiellement qu'on peut vendre contre de l'argent. Donc c'est un peu la réserve d'argent qu'on a, qu'elle soit composée donc d'argent sur un compte en banque ou de biens immobiliers, de biens professionnels, d'œuvres d'art, d'actions. Voilà, c'est tout ce qui peut constituer une réserve de valeur et qu'on a en stock. Alors que les revenus, c'est des flux, c'est ce qu'on gagne tous les mois. Et quand on gagne un salaire, par exemple, il y en a une partie qu'on dépense et puis une partie qui va devenir de l'épargne et qui va s'accumuler et constituer un patrimoine plus ou moins important. Sachant que le patrimoine, il est constitué donc de ce qu'on épargne, mais aussi de ce dont on hérite. Et ça, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans le patrimoine et surtout dans les inégalités de patrimoine. Si les gens ont des patrimoines inégaux, c'est de plus en plus parce qu'ils ont hérité de plus ou moins d'argent. Et pas parce qu'ils ont plus ou moins épargné. Alors aussi parce qu'ils ont plus ou moins épargné. Il y a aussi des inégalités de revenus qui sont aussi de plus en plus fortes. Mais le poids de l'héritage est de plus en plus important dans ces inégalités. Le parti pris du livre, c'est les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, elles sont connues. Il y a eu beaucoup de travaux dessus. On sait qu'en France, le constat est vraiment très clair. Les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes en termes de revenus. Si on raisonne, donc une grande partie de ces 25%, c'est lié au travail à temps partiel. Parce que travail à temps partiel veut dire salaire
partiel aussi. Donc, quand on rapporte ensuite au temps de travail rémunéré égal et qu'on rapporte aussi au même type d'activité, parce que les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes secteurs d'activité, il y a la question du plafond de verre, ils et elles font pas les mêmes carrières. Donc, quand on ramène toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'on construit cette fiction d'un homme et d'une femme qui feraient les mêmes métiers alors même qu'en réalité ils ne le font pas, on arrive à 12% d'écart entre deux salaires, entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est vraiment la part du sexisme, quoi. C'est là, on peut dire, c'est... Alors non, en fait, le sexisme, il est plus large que ça. Hein. Ça, c'est le sexisme pur, on pourrait dire. Mais le sexisme, c'est aussi le fait que les professeurs des écoles, les infirmières, les aides-soignantes, les femmes de ménage, les femmes de chambre, qui sont des emplois pourtant nécessaires dans notre société, soient si peu rémunérés par rapport à des emplois masculins. Donc le sexisme, il est aussi dans les 25%, c'est très important de le dire. Il est dans le fait qu'on paye moins une femme à un poste équivalent, moins une femme qu'un homme à un poste équivalent, mais aussi dans le fait que les emplois soient tellement segmentés, en fait, qu'il y ait d'un côté des emplois masculins et de l'autre côté des emplois féminins. Ça, c'est la segmentation horizontale, c'est pas les mêmes secteurs, très peu de femmes parmi les ingénieurs dans l'industrie, et au contraire très peu d'hommes dans le travail du care. Et puis il y a la segmentation verticale, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est le fait que les femmes fassent moins carrière que les hommes, et tout ça n'est pas indépendant du travail domestique, hein, parce que si elles font moins carrière, c'est aussi parce qu'elles prennent leur mercredi, qu'elles s'arrêtent de travailler à 17h, qu'elles ne sont pas disponibles pour les réunions le soir ou le week-end, etc. Mais est-ce qu'on peut dire que si les hommes font carrière et s'ils gagnent plus d'argent, c'est parce qu'ils sont en couple avec des femmes qui font ce travail-là ? Évidemment, c'est ça ce qu'on dit dans le livre, c'est pendant que les femmes travaillent, les hommes accumulent. Donc ils accumulent parce qu'ils ont un travail qui est mieux rémunéré que celui des femmes. C'est une chose. Mais ce qu'on montre dans le livre, c'est que si on raisonne maintenant en termes de patrimoine, et jusqu'à présent on l'a très peu fait, parce que c'est plus compliqué de le mesurer, l'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes, donc l'inégalité de richesse du stock entre les hommes et les femmes en France aujourd'hui est en train de s'accroître. Donc ça, c'est important de le dire. Parce qu'il est passé de 9% en 1998 à 16% en 2015. Voilà, ça c'est ce qu'on peut mesurer. En moyenne, les hommes ont un patrimoine qui est de 16% plus important que celui que les femmes possèdent en moyenne. Ça, c'est en France. Oui. Y a des pays où, évidemment, ces inégalités-là sont encore plus importantes, enfin, où les femmes n'ont pas le droit de posséder quoi que ce soit, ou très peu, etc. Mais en France, déjà, les hommes possèdent plus de richesses que les femmes. Oui. Et alors, surtout, ça augmente. Surtout, ça augmente, parce que ce qu'il faut noter, c'est que ces inégalités, elles pourraient paraître pas très importantes. Les 16%, ils sont moins importants que les 25% d'inégalité de revenus. Mais il faut bien avoir en tête que pendant longtemps, et c'est sans doute pour ça qu'en 98, on mesurait seulement 9% d'inégalité, les gens donc étaient le plus souvent mariés sous ce qu'on appelle le régime légal, c'est le régime par défaut, c'est-à-dire la communauté de biens réduite aux acquêts. En gros, tout ce qu'ils possédaient officiellement appartenait moitié-moitié à l'un et à l'autre. Ce qui fait que les inégalités de revenus, monsieur gagne plus que madame, mais on met tout dans le même pot commun et au final chacun possède la moitié. Donc les inégalités de patrimoine, elles étaient invisibilisées en fait dans le mariage. Et ce qui se passe aujourd'hui, qui est impressionnant, c'est que alors même que les femmes sont plus présentes sur le marché du travail, que malgré tout les inégalités de salaire se sont un peu réduites. On n'est pas du tout encore arrivé à l'égalité, mais elles se sont un peu réduites. Et ben les inégalités patrimoine, au contraire, elles se sont creusées. Et c'est ça qu'on voulait étudier, interroger et comprendre pourquoi. Et interroger aussi le rapport entre le creusement de ces inégalités et celle des inégalités entre classes sociales, puisque les inégalités entre classes sociales ont aussi augmenté. En fait, donc on voit que les hommes ils possèdent plus que les femmes. Voilà, et que ces inégalités-là, elles sont en train de s'accroître. Et puis, on voit aussi que la richesse en France, elle n'est pas répartie également, évidemment, entre les ménages. Alors, déjà, il y a la moitié de la population qui possède presque rien. Donc, 50% de la population qui détient seulement 5% du patrimoine total. Donc là, on a des gens qui, en moyenne, détiennent
même pas quelques milliers d'euros. Ensuite, on a 40% de la population qui détient 40% du patrimoine. Et puis les 10% les plus riches qui, eux, à eux seuls, détiennent 55% du patrimoine. Et ces inégalités-là, elles sont en augmentation. Comme le montrent donc les travaux de l'économiste Thomas Piketty. Oui. Avant d'en venir aux affaires de succession et de séparation, est-ce qu'on peut discuter de qu'est-ce que ça veut dire quand on est un homme ou quand on est une femme d'être en couple hétérosexuel en termes économiques dans ce pays? Donc on a déjà dit qu'il y avait un déséquilibre dans le travail domestique en moyenne. Donc les femmes passent plus de temps à faire du travail qui n'est pas rémunéré et que ça bénéficie à la famille en entier et particulièrement au conjoint qui lui est rémunéré pour le travail qu'il fait. Vous rappelez aussi qu'il y a un écart de revenus dans les couples en moyenne qui est de 42%. Alors, parmi les célibataires, si on prend que les célibataires, il n'y a que 9% d'écart de revenus entre hommes et femmes. En revanche, si on prend les couples hétérosexuels avec enfants, il y a 42% d'écart de revenus. Donc ça, c'est le résultat en partie de ce qu'on a déjà décrit, qui est le fait que les femmes prennent en charge les tâches domestiques, ce qui libère du temps pour les hommes pour faire carrière. Donc ça accroît les écarts entre hommes et femmes. Et ces inégalités-là, ces inégalités économiques-là, elles viennent s'additionner à d'autres inégalités qui sont un peu moins connues et qu'on essaye de mettre en avant. Une des premières, elle est liée à l'écart d'âge entre conjoints. En moyenne, il y a 2 ans et demi d'écart d'âge entre les hommes et les femmes en couple. Et les situations dans lesquelles l'homme est plus âgé sont beaucoup, beaucoup plus fréquentes que les situations dans lesquelles soit ils ont le même âge, soit la femme est plus âgée. Et ça fait une première inégalité parce qu'en général, du coup, quand les hommes se mettent en couple, ils sont plus avancés dans leur carrière et ils ont déjà constitué une petite épargne. Donc, ils ont plus d'argent et par ailleurs, ils sont déjà installés dans la vie professionnelle, ce qui va faire, on essaie de le montrer au travers de plusieurs exemples, qui vont ils vont imposer un peu les contraintes liées à leur carrière professionnelle à leur conjointe qui, elle, n'est pas vraiment entrée dans une carrière et du coup, ça paraît moins coûteux qu'elle fasse des concessions. Donc ça, c'est des différences qui sont liées à l'écart d'âge. Et ces différences-là, elles sont renforcées par une autre inégalité qui est celle liée à la position des hommes et des femmes dans leur famille d'origine et qu'on essaye de souligner, c'est le fait que les hommes reçoivent plus souvent des donations de la part de leurs parents que les femmes. Ce qui fait que quand ils arrivent en couple, ils ont plus souvent déjà hérité de quelque chose, d'autant plus qu'ils sont un petit peu plus âgés, donc ils ont encore plus de chances d'avoir hérité de quelque chose. Donc c'est ça qu'on essaye de montrer, c'est qu'au moment même de la mise en couple, les hommes sont déjà dans une situation économique plus favorable et qu'en plus la mise en couple et le partage des tâches domestiques va creuser ces inégalités tout au long de la vie conjugale hétérosexuelle. Vous écrivez que pour la plupart des hommes, la fin de vie c'est en couple et à domicile. Et pour la plupart des femmes, c'est veuve et en maison de retraite. Et que les femmes veuves ont du mal à rester propriétaires. Oui, alors c'est un point qui nous paraissait important à préciser parce que souvent les antiféministes disent « Ah, les femmes se plaignent, etc. » mais elles vivent plus longtemps que les hommes. Comme si ça montrait que finalement on avait des vies plus tranquilles et comme si c'était un avantage. Et nous, ce qu'on a essayé de rappeler, parce que en fait c'est le résultat d'autres travaux, c'est qu'en réalité cette espérance de vie plus élevée des femmes, combinée au fait qu'elles sont mariées avec des hommes plus âgés, font que souvent ce sont les femmes qui s'occupent de leur mari quand ce mari tombe malade jusqu'à son décès. Donc lui, il est pris en charge à domicile. Et on en discute actuellement, mais il y a des très fortes inégalités de retraite entre hommes et femmes. Donc quand l'homme décède, donc les femmes ont des droits, elles ont le droit à une pension de réversion, mais malgré tout, en général, leur niveau de vie diminue et elles ont du mal aussi parce qu'il n'y a personne pour s'occuper gratuitement d'elles. Donc si elles ont des difficultés, il faudrait rémunérer une aide à domicile, elles ont des revenus moins importants pour ça et donc elles ont effectivement toutes les chances d'aller finir leur vie dans une maison de retraite en étant obligées de vendre leur maison. On pourrait se dire pourquoi est-ce que les couples sont constitués comme ça en fait ? Pourquoi est-ce que les couples c'est toujours, très souvent, une femme qui gagne beaucoup moins que son conjoint ?
Et pourquoi c'est des femmes plus jeunes avec des hommes plus âgés ? Peut-être, on peut dire qu'on revient de loin quand même, nous les femmes, puisque il faut attendre 1965 pour que les femmes mariées puissent avoir un compte en banque à leur nom, puissent signer un contrat de travail sans l'autorisation de leur époux, puissent gérer leurs biens elles-mêmes. Alors aujourd'hui, formellement, tout a l'air parfaitement impeccable et égalitaire. Ce qu'on veut montrer dans le livre, c'est que l'égalité formelle, ça suffit pas. Et qu'en fait, il y a des pratiques qui, malgré ce droit égalitaire, continuent à être des pratiques inégalitaires. Et donc qui favorisent les hommes et qui enrichissent les hommes au détriment des femmes. Exactement. Ok, donc là, on rentre dans la mise en œuvre. Donc, en France, dans la loi, depuis 1985, normalement, les hommes, les femmes ont les mêmes droits à gérer leur propriété, leurs revenus, leur carrière, etc. Okay. Et vous, ce que vous montrez, c'est qu'en pratique, à la fois dans les couples et dans les familles, et chez les professionnels du droit, les notaires, les avocats, les magistrats, les gestionnaires de patrimoine, etc., en fait, ça n'est pas du tout égalitaire. Et en fait, il y a des pratiques sexistes qui perdurent et qui entretiennent les inégalités de patrimoine entre les hommes et les femmes. Et là, vous dites que ça se voit dans 2 cas en particulier. C'est au moment d'hériter et au moment de se séparer. Donc, je propose qu'on commence par l'héritage. Si on résume, typiquement, de quoi vont hériter les garçons et de quoi vont hériter les filles ? Alors, c'est pas tous les garçons et toutes les filles. La manière dont on parle, c'est en probabilité. C'est les garçons vont hériter davantage ou avoir plus de chances d'hériter davantage d'eux. Donc, ils vont hériter davantage des entreprises, ça c'est évident. Les biens professionnels sont des biens encore très masculins. Le capital professionnel est un capital masculin. Le capital professionnel, c'est... Donc tout ce qui a à voir avec les entreprises, mais enfin si on prend, ça peut être aussi aujourd'hui les entreprises c'est souvent sous forme de capital financier, ça peut être aussi des actions, des obligations. Bon ça c'est détenu très très majoritairement par des hommes. Si on prend les biens immobiliers en matière de succession, les hommes vont hériter davantage de biens immobiliers. Les femmes vont davantage recevoir des compensations en argent, dont on a vu que en fait ça avait l'air équivalent, mais ça ne l'était pas. Voilà, c'est ça le genre du capital. Peut-être pour le dire autrement, il faut garder en tête que, donc, on l'a dit tout à l'heure, 50% des ménages détiennent 5% du patrimoine, donc quasiment rien. En fait, il y a une majorité de familles dans lesquelles les gens ne vont hériter de rien. Il y a aussi des familles dans lesquelles on va hériter d'une maison, mais que personne ne peut reprendre, donc on va la vendre et se partager l'argent. Ou on va hériter d'un peu d'argent qu'on va se partager. Il y a aussi des familles dans lesquelles il y a 2 sœurs, par exemple, où il y a un enfant unique. Donc, ces inégalités, elles sont pas, statistiquement, elles sont pas écrasantes. Tous les biens immobiliers ne vont pas aux hommes, les femmes n'héritant jamais que d'argent. Non, il y a des femmes qui héritent de maisons, des hommes qui n'héritent de rien ou d'un peu d'argent. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est que ce qu'on peut dire quand on voit que statistiquement, toutes choses égales par ailleurs, malgré tout, les hommes héritent davantage de logements quand il n'y a pas d'entreprise et d'entreprises quand il y en a une, eh bien, c'est que en fait, dès qu'il y a suffisamment de patrimoine, dès qu'il y a une configuration familiale qui le permet, eh bien, la plupart du temps, c'est en faveur des hommes. Et que ça s'explique par le fait que dans les familles, le souci de transmettre un statut familial, il va en fait valoriser la position d'héritier par rapport à la position d'héritière et que les professionnels du droit, ils viennent apporter leur contribution, consciemment ou non, à ces inégalités-là. Quand quelqu'un meurt, la loi dit qu'il n'a pas le droit de favoriser un héritier plutôt qu'un autre, n'est-ce pas ? Oui, alors théoriquement, qu'est-ce qui doit se passer ? Depuis le Code civil, 1804, chaque enfant doit hériter de la même chose. Donc théoriquement, ce qu'on doit faire, c'est faire la liste des biens qui sont possédés, les évaluer, voir combien vaut la succession globalement, diviser par le nombre d'enfants, et puis faire en sorte que chaque enfant récupère une part d'une valeur équivalente.
Sauf que donc ce qu'on montre, c'est qu'il existe donc ce qu'on a appelé du coup une comptabilité inversée, c'est qu'en réalité, au départ, les gens savent qu'il y a certains biens qui doivent aller à certains héritiers. Et ça, quand on demande dans plusieurs familles pourquoi ça devait aller à ce frère, c'est le garçon. Il y a une espèce d'évidence de ça. Donc on sait à qui ça doit aller ce bien-là, et à partir de ce moment-là, autour, on va bricoler pour que ça rentre un peu dans les cases du droit, que formellement les parts elles aient l'air égales, en jouant donc soit sur carrément des omissions de biens, mais aussi des jeux sur les évaluations, et en particulier on va souvent sous-évaluer ces biens structurants pour pouvoir donner des compensations qui ont l'air équivalentes aux autres héritiers et héritières. Tout à l'heure, Sybille, tu as dit que le notaire fermait les yeux, et moi je pense que c'est plus que ça en fait. Le notaire participe à ça, c'est même sa contribution, c'est de légitimer ces partages pour qu'ils aient l'air égalitaires sur le papier, alors qu'en réalité ils ne le sont pas. Et ce terme de comptabilité inversée, on a mis beaucoup de temps en fait à poser ce mot-là sur cette pratique. Mais c'est en fait à partir des récits que nous ont fait les notaires et que nous ont fait aussi les avocats, on s'est rendu compte que en réalité c'était ça leur boulot. Leur boulot, c'était de faire cadrer la succession, et on verra que c'est pareil pour les séparations conjugales, par rapport à ce que les familles avaient envie de faire en termes de distribution. Et c'est ça en fait la contribution propre des professionnels du droit à cette inégalité cachée, et c'est ça qui fait que c'est caché, c'est ça qui fait qu'on ne le voit pas, c'est que c'est légitimé par un droit égalitaire. Donc c'est un jeu très subtil entre égalité et inégalité. Tout a l'air, quand on regarde des actes notariés, tout est en ordre. Ça a l'air égal. Mais c'est ça leur métier, c'est de faire en sorte que tout ait l'air dans l'ordre et tout rentre dans un cadre légal où donc chacun des enfants a eu la même part, qu'il soit le fils aîné ou la fille cadette ou des enfants illégitimes. Tout le monde a la même chose. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on va voir dans les familles en faisant ce qu'on a fait, c'est-à-dire en allant les voir les unes et les autres séparément, c'est que personne n'est dupe et les unes et les autres n'en pensent pas moins. C'est-à-dire qu'on arrive à recueillir des discours très très précis sur de ressentiment, de sentiment d'injustice ou les sœurs là en l'occurrence, elles et même les filles des sœurs, en fait, savent que leur mère a été lésée par rapport à leur oncle. Et elles nous en parlent. Mais donc, voilà, c'est ce jeu subtil entre cette idée qu'il faut la paix des familles, qu'il faut pacifier les choses, ne pas aller au tribunal, parce que c'est ça aussi les successions, c'est que les successions ne vont presque jamais au tribunal. Ça veut dire qu'il y a très très peu de litiges. Et les notaires nous présentent leur métier comme ça. Ils nous disent « je suis le médecin du patrimoine, je suis celui qui est garant de la paix des familles ». Donc en gros, leur boulot, c'est de faire en sorte que les frères et les sœurs qu'il y ait un consensus en fait, c'est de dégager un consensus, et ce que nous on montre, c'est que ce consensus se fait au détriment des femmes bien souvent. Alors comment et pourquoi est-ce que ce consensus se fait au détriment des femmes, par quel mécanisme ? Le mécanisme, c'est que les biens structurants que les familles tiennent à transmettre. Donc ça peut être une entreprise. Donc ça peut être une entreprise, une ferme. Peut être aussi, alors ça peut être une exploitation agricole, une ferme, ça peut être aussi un bien immobilier. La maison de famille. Oui. La maison de famille. Eh bien ces biens structurants, on va souvent considérer que les hommes sont de meilleurs héritiers pour les recevoir, les conserver et les transmettre à leur tour, voire les gérer, que les femmes. Mais qui considère ça ? Alors, qui considère ça ? C'est compliqué, donc ça peut être les parents. Mais souvent, c'est même l'ensemble de la famille. Il y a une espèce de consensus. Les femmes elles-mêmes se sentent plus fragiles économiquement que leurs frères. Et ça, en fait, ce qu'on observe aussi, c'est que plus la famille est riche,
plus en fait ce sont les hommes qui apparaissent légitimes pour gérer l'argent. Ça, c'est le résultat de travaux de collègues qui ont travaillé sur des classes sociales très diversifiées. Les travaux d'Anna Perrin-Heredia, par exemple, montrent que dans les familles populaires, ce sont les femmes qui gèrent la misère, tandis que dans les travaux de Camille Erlin-Giret, qui travaille sur les imposables à l'ISF, elle montre que là, au contraire, ce sont les hommes qui s'affirment comme les gestionnaires compétents de la fortune familiale, qui écartent explicitement leurs sœurs, leurs conjointes des comptes. Donc les hommes apparaissent plus compétents, plus solides, parce qu'ils gagnent aussi plus d'argent professionnellement que les femmes pour conserver ces biens. Et donc cette transmission, donc c'est eux qui reçoivent ces biens structurants. Pour qu'ils les reçoivent, donc les professionnels du droit vont les aider à opérer des jeux comptables pour en fait sous-évaluer ces biens et du coup verser des compensations financières inférieures souvent c'est donc le premier des garçons, ça on le voit statistiquement, c'est assez impressionnant, c'est le premier des garçons qui bénéficie de ces biens structurants, et puis les autres frères et le plus souvent les sœurs, elles reçoivent des compensations en argent qui en fait s'avèrent d'une valeur inférieure. Et cette participation des professionnels du droit à ces inégalités de genre, eh bien, elle est aussi liée au genre de leur métier, c'est-à-dire comme on l'a dit, ce sont des professionnels indépendants qui donc appartiennent à des familles dans lesquelles ces mécanismes-là sont déjà à l'œuvre. En ce qui concerne les notaires, c'est une profession qui est masculine. Elle s'est beaucoup féminisée, mais en fait, via le salariat notarial, ceux qui continuent à tenir et à posséder les offices notariaux sont en très grande majorité des hommes. Et dans le cas des avocates, par exemple, elles sont beaucoup plus fréquemment des femmes. Mais comme elles sont dans des professions libérales qui continuent à être dominées par un modèle masculin dans lequel il y a un grand investissement en temps de travail et puis il y a toujours cette importance malgré tout d'un certain capital économique pour être avocat, patron ou sociétaire, eh bien elles sont elles aussi plus sensibles en fait à la nécessité de transmettre une entreprise, de conserver une maison de famille au bénéfice des hommes et au détriment des femmes. Alors, est-ce que les professionnels du droit le font par misogynie, par sexisme? S'ils se disent tiens, on va défavoriser les femmes, on va défavoriser les sœurs dans cette succession? Comment ça se passe en fait concrètement? Alors non, en fait, ils n'ont pas besoin de... Enfin non, on n'a rencontré aucun notaire ou aucun avocat, aucune avocate qui nous dirait ça, bien sûr. Justement, c'est plus subtil que ça. Et c'est ce qu'on a appelé une logique de la pratique. C'est que, y compris, on a un bon exemple pour ça, c'est une avocate qui d'ailleurs dans son barreau, donc ça se passe dans l'ouest de la France, dans son barreau elle est réputée féministe, elle est réputée aussi d'être extrêmement compétente, notamment sur ces enjeux patrimoniaux. Elle a une formation en droit patrimonial, je crois, avant de se spécialiser sur le droit de la famille. Donc elle est très compétente, elle est féministe, on l'a vu à l'œuvre avec ses clientes. Enfin voilà, on peut pas rêver d'une meilleure avocate. Eh bien, même cette avocate-là, en fait, on a constaté que et elle nous le dit elle-même, cette logique de la comptabilité inversée, il est très 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 difficile de la renverser. Et donc du coup, il n'y a pas besoin d'être idéologiquement macho pour mettre en œuvre ça. Parce que ce que vont nous dire les professionnels du droit, c'est que c'est une logique pragmatique. C'est qui peut garder la maison ? Qui a les moyens de rembourser le crédit d'une maison? Qui a les moyens de racheter les parts de ce frère et sœur dans une succession? Eh bien souvent, comme les hommes sont plus riches que les femmes, comme ils ont des revenus plus importants que les femmes, eh bien, ils vont avoir davantage les reins financiers pour acheter les parts de leur sœur. Donc, il y a une espèce de logique implacable de la pratique. L'inégalité renforce l'inégalité, d'une certaine façon. Donc, on a vu comment ça se passe au niveau de la succession. Maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau de la séparation. Donc, vous avez étudié avec toute une équipe de recherche le traitement judiciaire des séparations conjugales. Vous avez assisté à des centaines d'audiences
Vous avez eu accès à des milliers de dossiers de divorce et de séparation dans toutes les classes sociales, qu'il y ait du patrimoine, qu'il n'y en ait pas. Et vous dites que le moment de la séparation, c'est vraiment le moment où les inégalités économiques entre les hommes et les femmes éclatent au grand jour. C'est là qu'on se rend compte que, en fait, ce qui était invisible parce qu'on prenait en compte juste la richesse du ménage, quand le ménage éclate, là, on se rend compte de qui a quoi, en fait. Vous écrivez que les femmes, en fait, après une rupture, les femmes sont davantage appauvries que les hommes. Oui. Alors ça, c'est des données qui ont été établies par des collègues et qui sont très solides en France parce qu'elles sont des données fiscales. C'est l'inégalité de revenus, donc toujours en flux, 1 an après une séparation, que ce soit un divorce ou une rupture de Pacs. Et les données les plus récentes qu'on a sur la France, c'est que en moyenne, les hommes après une séparation, 1 an après une séparation, si on prend tous leurs revenus, c'est-à-dire revenus du travail, mais aussi toute forme de prestations sociales, on tient compte de tout, y compris les pensions alimentaires, etc. Les hommes perdent 2,5% en termes de revenus, donc de niveau de vie, et les femmes environ 20%. Donc ça c'est des données extrêmement solides qui ont été faites dans plein de pays. Donc les chiffres varient un petit peu, mais en gros, voilà, les hommes perdent quasiment rien en moyenne en termes de revenus quand ils se séparent 1 an après, et les femmes, elles ont une chute de leur niveau de vie 1 an après. Nous, là, ce qu'on a fait dans ce livre, c'est un petit peu différent, donc c'est toujours notre angle patrimoine, c'est d'aller regarder aussi en termes patrimonial. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est intéressant cette chute de revenus, mais d'abord c'est à court terme, c'est juste après une séparation, et puis ensuite ça tient pas compte justement de la richesse, du stock de richesse. Donc c'est là qu'on est allé regarder aussi les patrimoines. Et là, première surprise, les femmes n'arrivent pas à garder les maisons. C'est-à-dire que dans les couples ou les logements, dans les couples qui étaient propriétaires de leur logement, donc très souvent à parts égales, eh bien, on constate, y compris quand il y a des enfants et y compris quand les enfants restent avec leur mère, ce qui est la situation la plus fréquente, eh bien, les femmes arrivent moins bien que les hommes à rester dans ces logements. Dans la résidence conjugale. Et à ça, il y a 2 raisons. La première raison, c'est les 42% d'écart de revenus. Donc, quand vous avez un crédit à rembourser, un pavillon dont le crédit n'est pas encore complètement remboursé, qui peut parvenir à rembourser le crédit seul ? Bien souvent, pas la femme. Donc c'est encore une fois l'inégalité de revenus qui joue là. Il y a une autre raison aussi, quand on a fini le livre, on a été frappé avec Sybille, c'est de constater que donc nous, on a travaillé sur les séparations conjugales, j'ai envie de dire tout venant, c'est-à-dire on allait suivre des audiences, on regardait toutes les audiences, quand on prend les dossiers, on tire au sort les dossiers. Et on n'est pas du tout, on n'allait pas du tout chercher les violences conjugales. Et en fait, on s'est rendu compte en écrivant le livre que dans ces situations où vous avez des femmes qui quittent leur logement au moment d'une séparation, bien souvent, il y a un contexte de violence familiale qui n'est pas du tout systématiquement catégorisé comme tel dans le dossier de divorce ou dans le dossier de séparation. Mais ça aussi, ça fragilise patrimonialement les femmes parce que quand vous devez partir de chez vous précipitamment parce que vous vous sentez menacé physiquement, eh bien, et ça c'est une avocate qui nous l'a dit, quand vous quittez le domicile conjugal, vous perdez votre tour, c'est comme perdre sa tour aux échecs. Donc concrètement, ce que ça signifie, c'est si vous êtes propriétaire de votre logement, celui qui reste, et donc c'est plus souvent un homme qu'une femme, celui qui reste, il va avoir la maîtrise du rythme de la liquidation du patrimoine. En gros, celui qui reste dans la maison, eh bien, il va pouvoir dire moi, je reste dans la maison et je te rachète ta part et voilà combien j'ai à te donner. En gros, on va avoir une situation, donc c'est encore une fois une comptabilité inversée. On est dans une situation où on ne va pas du tout mettre la maison en vente et dire cette maison, elle vaut tel prix et on se partage les choses en deux. C'est qu'il y en a un qui reste dans la maison et celui qui reste dans la maison va dire moi, je peux te donner tant.
Et tu acceptes ou tu acceptes pas. Et le temps, c'est de l'argent. Le temps joue pas du tout en faveur de celui qui n'est plus dans la maison, ou celle qui n'est pas dans la maison, puisque celle qui n'y est plus, elle doit se reloger, payer un loyer. Donc, il y a un enjeu de trésorerie aussi pour elle. Et donc, c'est là qu'on a des situations de femmes qui vont lâcher, en fait, qui vont lâcher sur leur patrimoine en disant, bon, c'est pas grave, j'achète ma tranquillité, je laisse tomber. Il me donne ce qu'il veut bien me donner et au moins on n'en parle plus. Donc voilà, c'est ce genre de mécanisme qu'on est allé regarder au moment des séparations conjugales. Donc là, on parle de cas où il y a du patrimoine. La façon dont ça se règle comme ça en droit de la famille, il y a 2 dispositions. Il y a ce qu'on appelle la prestation compensatoire et puis la liquidation du patrimoine conjugal, de comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est qu'une prestation compensatoire, à quoi ça sert, pourquoi ça a été créé dans le droit de la famille ? Alors la prestation compensatoire, elle est versée dans les situations où il y a une inégalité de richesse entre les conjoints. Donc, il faut que le juge déjà constate qu'il y en a un qui est dans une situation plus confortable que l'autre. Ensuite, il faut que cette différence, cette inégalité, elle soit liée à la vie conjugale. Autrement dit, que le juge, il puisse se dire, alors typiquement, madame, puisque c'est les professionnels du droit qui parlent comme ça, en appelant madame, monsieur. Donc voilà, madame gagne a des revenus nettement inférieurs à ceux de monsieur parce que elle s'est arrêtée de travailler pour s'occuper des enfants, typiquement. Et il faut qu'elle se soit arrêtée suffisamment longtemps, que le mariage ait duré suffisamment longtemps. Donc ça, c'est les 2 premières conditions, qu'il y ait une inégalité et qu'elle soit liée à la vie conjugale. Et puis ensuite, cette prestation compensatoire, pendant longtemps, elle a pris la forme d'une rente. C'est-à-dire que quand il y avait cette inégalité de ressources entre les ex-conjoints, le juge pouvait décider que l'homme verse une rente viagère, donc jusqu'à la fin de sa vie à l'épouse, pour compenser en partie cette inégalité liée au divorce. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que les prestations compensatoires sont réservées aux couples mariés qui divorcent. Donc les couples non mariés, il n'est pas question de prestations compensatoires pour les pacsés. Même les couples pacsés, ça n'existe pas. Même quand il y a des enfants. Même quand il y a des enfants. Alors, il faut ajouter que le 2e dispositif de compensation qui existe, qui est important, qui est celui de la liquidation du régime matrimonial, c'est pareil, ça concerne que les couples mariés. Pour les couples pacsés, aujourd'hui, le régime par défaut, quand vous vous pacsez, c'est que vous continuez à avoir chacun son patrimoine. Vous pouvez faire une convention qui dit le contraire, que vous avez une partie des biens possédés en commun, etc. Mais par défaut, vos patrimoines sont séparés. Donc ça, c'est, comme je le disais tout à l'heure, pendant longtemps, ça a été vraiment le vrai dispositif de protection des femmes, en fait, ce mariage sous le régime de la communauté de biens, puisque donc ce qui se passe au moment du divorce, c'est qu'on va regarder ce que les conjoints possédaient en commun, et ce qu'on constate, c'est que dans ces discussions, eh bien, à nouveau, ce qui va primer, c'est l'importance qui est reconnue et partagée et par l'homme, évidemment, et souvent par le professionnel du droit, qu'il ne faut pas mettre en danger l'entreprise. Et donc, on va plutôt favoriser une estimation basse des droits de l'épouse sur l'entreprise. Et ce souci, ce qui est important de noter, c'est qu'il peut aussi être partagé par la femme. Pourquoi ? Parce que cette entreprise, cette entreprise, un jour, elle va se transmettre. Et elle va se transmettre à qui ? Elle va se transmettre aux enfants. Et il y a aussi une partie des concessions qui sont faites par les femmes, qui sont faites au nom de l'intérêt des enfants, à la fois de l'intérêt des enfants, de leur transmettre un patrimoine, et donc il ne faut pas fragiliser ce patrimoine, et ça joue en faveur des hommes, et aussi toute l'idéologie de la séparation pacifiée, que les enfants doivent pas être au milieu des conflits, etc. Eh bien, elles encouragent les femmes, en fait, à ne pas aller se battre pour défendre leurs droits, mais à faire profil bas, à accepter une pacification des relations. Et ça passe par des concessions, en fait, sur leurs droits en termes financiers. C'est-à-dire qu'on regarde qu'est-ce que l'homme peut verser. Et puis, on dit, on essaie de faire en sorte que ça ait l'air égalitaire, quoi. Bien sûr. Et à chaque fois, c'est ce mécanisme de comptabilité inversée. C'est-à-dire que ce qui compte d'abord, c'est combien l'homme peut compenser
combien peut-il donner sans que ça mette en péril son assise patrimoniale et son patrimoine. Un autre exemple qu'on avait, c'est un juge qui nous dit ça. Quand je fixe une prestation compensatoire, donc sous forme de capital, il faut être réaliste. Si monsieur doit vendre un bien immobilier pour ça, je ne le fais pas. Donc là, on voit bien, c'est un juge qui nous dit ça. Il est en train de nous dire le patrimoine et la transmission du patrimoine dans la lignée prime sur la compensation versée à l'ex-épouse. Exactement. Est-ce qu'il a conscience que c'est sexiste et que c'est un mécanisme encore une fois, moi, je crois que favorise les hommes? Non, Moi, je pense qu'il n'a pas conscience d'être sexiste. Il a l'impression, un peu comme les notaires, même s'ils ne le formulent pas de la même façon, de suivre l'intérêt des familles. Et c'est ça qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est que l'intérêt de la famille au sens de la transmission d'un patrimoine de génération en génération, et là l'étymologie du mot patrimoine nous aide, c'est en fait une transmission de père en fils qui ne doit pas être fragilisée par la séparation. Donc en fait, c'est ça aussi qu'on voit à l'œuvre, c'est que le droit, il est appliqué de telle sorte qu'on va pas fragiliser les patrimoines masculins. Il faut qu'ils résistent à la séparation. Et que finalement, l'intérêt des familles, c'est-à-dire le fait qu'une famille puisse transmettre sa richesse de génération en génération, en fait, ça va être l'intérêt des pères et des fils et des maris contre celui des mères, des filles et des épouses. Et que la transmission des inégalités de richesse entre classes sociales de génération en génération, elle repose sur cette appropriation masculine du capital. Mais alors, d'où ça vient, ce cliché de l'épouse divorcée qui dépouille son ex-mari de toutes ses richesses et de l'ex-mari qui doit mettre la clé sous la porte de son entreprise, qui finit ruiné à cause d'une procédure de divorce qui lui coûte hyper cher? Ça vient d'où, ce cliché? C'est sans doute hérité des clichés sur les veuves aproguins, la jeune femme qui épouse un vieil homme riche pour lui prendre son argent. Et c'est quelque chose en fait qui est souvent mis en avant dans des situations particulières, mais quand même de plus en plus fréquentes, dans lesquelles il y a une deuxième épouse en fait. C'est-à-dire qu'il y a une première conjointe avec qui l'homme a eu des enfants, qui sont les héritiers légitimes, et puis une deuxième épouse, et autrefois elle épousait un veuf, aujourd'hui elle épouse un homme divorcé, qui va essayer de faire valoir, elle, ses droits sur le patrimoine. Souvent, cette deuxième épouse, elle va s'occuper, si on pense à Laetitia Hallyday, elle s'est quand même occupée de Johnny dans les périodes pas les plus reluisantes et les plus sexy de son existence. Et finalement, ce qu'on lui reproche, c'est de dépouiller les héritiers légitimes, en particulier David Hallyday, qui est chanteur, musicien comme son père, et qui apparaît aux yeux de tout le monde comme cet héritier légitime, capable, compétent en fait de valoriser le patrimoine. Alors là, au sens large de son père, pas que le patrimoine financier, mais le patrimoine aussi, comme musical et culturel, et de faire vivre la mémoire de son père, etc. Voilà. Mais même quand il n'y a pas d'enfant, j'ai l'impression d'avoir beaucoup vu des fictions ou des... Oui, comme c'est passé comme ce stéréotype-là de l'homme ruiné par son divorce. Mais en fait, les hommes ne sont pas ruinés par leur divorce. D'abord, ils ne sont pas ruinés par leur divorce. Et en fait, cette image, elle part de l'idée que finalement, les hommes méritent leur richesse et les femmes méritent leur pauvreté. Et que du coup, tout ce que va réclamer l'ex-épouse est illégitime. Et quand on rappelle que dans les couples, les femmes travaillent plus que les hommes, si tant est qu'on est capable de voir que le travail domestique est un véritable travail, c'est pour dire qu'en fait, les femmes, et on peut leur dire, parce que souvent elles s'en rendent même pas compte, elles sont légitimes à réclamer leur part du gâteau. Parce qu'en réalité, elles aussi, elles travaillent et elles concilient, ça on le dit beaucoup, les obligations professionnelles et familiales. Mais voilà, cette image de la femme aproguin qui va appauvrir l'homme divorcé, elle est vraiment liée à cette invisibilité du travail fourni par les femmes dans le couple. Et souvent, les juges ne fixent pas de prestations compensatoires ou fixent des pensions basses, aussi parce que ils considèrent que les hommes n'ont pas les moyens de les payer, et comme en plus ils veulent pas aller grignoter le patrimoine familial, ou en tout cas c'est bien structurant, dont ils considèrent qu'il est de l'intérêt, y compris des enfants, de ne pas aller le grignoter, et bien en fait il reste
très peu d'argent pour rémunérer ce travail gratuit, qui est aussi un travail que les juges considèrent comme évident. C'est-à-dire, nous, il nous a fallu un peu de temps pour comprendre la différence entre ces juges et nous. Parce que voilà, des femmes qui sont assez proches de nous par les diplômes qu'elles détiennent, elles sont très diplômées, bon, elles gagnent plus d'argent que nous. Elles tiennent des discours sur l'autonomie financière des femmes, qui sont assez proches de ceux qu'on pourrait tenir. Mais la différence, c'est que, on le voit, elles ont, donc en particulier les plus âgées d'entre elles, mais c'est vrai aussi pour les plus jeunes, elles ont adapté leur carrière à celle de leur mari. Elles s'occupent, c'est elles qui gèrent les enfants, la maison. Donc et c'est aussi la charge mentale et tout ça. Voilà, et c'est pas considéré comme un travail. Elles-mêmes, elles ne le considèrent pas comme un travail. Alors, elles expliquent que c'est quand même difficile. Mais c'est de l'ordre d'une évidence qu'elles remettent pas en cause, que c'est aux femmes de gérer ça. Et en fait, c'est ça dont on s'aperçoit dans toutes ces procédures judiciaires, et c'est valable pour le coup les justiciables de tous les milieux sociaux, c'est que les femmes sont là pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des tâches domestiques, et que à aucun moment il est question de rémunérer ça. C'est une évidence naturelle, et autant quand un père va libérer son mercredi, on va trouver ça formidable et le mettre à son crédit. Si une femme le fait, c'est de l'ordre de l'évidence, et si elle ne le fait pas, si elle dit « je voudrais qu'il s'occupe des enfants le mercredi », là on va avoir des juges qui vont être complètement décontenancés, choqués, et qui vont le dire, et qui en le disant vont dire « ça va vous paraître peut-être sexiste que je dise ça, mais là quand même c'est choquant, son enfant c'est la patate chaude ». Donc vraiment il y a cette invisibilité et cette évidence du travail domestique gratuit féminin. Ok, je voudrais qu'on parle des pensions alimentaires, de comment on fixe le montant des pensions alimentaires. En général, c'est la mère qui a la charge des enfants et le père a éventuellement un droit de visite, mais dans l'immense majorité des cas, les couples sont d'accord sur comment ça se solde, comment ça se règle, cette histoire. Ouais, dans l'immense majorité des cas, ils sont d'accord sur le fait que c'est la mère qui doit s'occuper des enfants, qui doit avoir ce qu'on appelle la résidence principale. Et puis le père a un droit de visite et d'hébergement. Alors celui qu'on appelle classique, c'est un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, mais ça peut être plus que ça, un peu moins. Et donc ce qui a été montré par un rapport du ministère de la Justice, c'est que globalement, les pères obtiennent ce qu'ils veulent dans 93% des cas et les mères dans 96%. Donc il n'y a pas vraiment de conflit sur qui doit s'occuper des enfants. Les conflits sont essentiellement sur les pensions alimentaires, donc qui la plupart du temps sont dues par les pères aux mères. Et là, nous, ce qu'on constate, c'est que en gros, il y a 2 configurations. Soit le père gagne pas beaucoup d'argent, et à ce moment-là, vraiment, ce qui détermine le montant de la pension alimentaire, c'est le revenu du père, en gros. C'est sa solvabilité. C'est qu'est-ce qu'il peut verser. Qu'est-ce qu'il peut verser sans trop porter atteinte à son niveau de vie, parce qu'un propos récurrent qu'on entend chez les juges, c'est qu'il ne faudrait pas décourager les pères de travailler. Donc en particulier, ces pères de classe populaire qui sont un peu précaires, ça, c'est dans la tête des juges. Il est vraisemblable que ça correspond pas forcément à une réalité, mais ils imaginent que s'ils mettent une pension trop élevée, je sais pas, le père va arrêter de travailler pour se déclarer insolvable, que de toute façon il payera pas la pension qu'il est censé payer. Et puis dans les cas où il y a un peu plus de marge de manœuvre, là c'est intéressant parce que les juges commencent à discuter des besoins des enfants. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ces besoins des enfants, ils les réduisent vraiment à des coûts comme combien coûte l'école, la cantine, les loisirs. À aucun moment on considère comme coût de l'enfant le coût du temps partiel, par exemple. Le fait que les femmes doivent se mettre à temps partiel pour s'occuper des enfants. Voilà, adaptent leur carrière en fait pour s'occuper des enfants. Ça, c'est jamais pris en considération, et c'est ça qui fait que les montants des pensions alimentaires en fait sont relativement bas. Et quand on disait que les juges ne tiennent compte donc que du revenu du père la plupart du temps, ça veut dire qu'ils tiennent compte donc ni du revenu de la mère, est-ce qu'elle gagne beaucoup d'argent ou peu d'argent, mais du coup ils tiennent pas compte non plus des besoins des enfants.
Autrement dit, s'il y a une mère qui gagne peu d'argent, qui était en couple avec un père qui lui-même est au SMIC par exemple, il va être déclaré impécunieux, on va lui fixer une toute petite pension. Et quand les mères font remarquer au juge, mais comme ça j'y arrive pas, je vais pas boucler mes fins de mois, on a assisté à des audiences où les juges répondent bah oui, la pension ne correspond pas à vos besoins, mais en fait vos besoins c'est aussi ceux des enfants, mais elle correspond aux moyens de monsieur. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est aux mères de se débrouiller pour réussir à s'en sortir avec leurs enfants. Et ça veut dire quoi concrètement aussi ? Ça veut dire c'est elles qui vont devoir faire toutes les demandes auprès des administrations pour toucher, par exemple, des allocations familiales. Donc auprès de la CAF. Voilà. Auprès de vous écrivez qu'au moment de la rupture, les mères de classe populaire, elles sont enfermées, et c'est vos mots, dans une posture de mendiante auprès des administrations et des institutions. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on a souvent vu au tribunal des couples. C'est déjà, dans 8 cas sur 10, ce sont les femmes qui sont à l'origine des procédures, parce que c'est une question de survie pour elles, en fait. En gros, comme elles ont la charge des enfants et que il faut passer devant un juge ou il faut avoir un jugement pour bénéficier de l'allocation de soutien familial de la CAF, eh bien, les femmes vont être à l'origine de la procédure. Donc, elles ont préparé leur dossier. C'est du boulot, en fait. Il y a un boulot administratif de faire valoir ses droits. Et on voit donc des femmes qui arrivent avec des dossiers hyper préparés, des budgets, et des hommes qui, en face, parfois sont absents. Il y avait un tribunal dans un département rural où il y avait énormément de routiers, et les routiers, ils étaient jamais là, en fait, aux audiences. Ils étaient absents. Et puis, quand ils sont là, eh bien, ils arrivent les mains dans les poches. Donc, eux, ils n'ont rien préparé. Ils n'ont pas de justificatif. Ils n'ont pas leur feuille de paye. Quand c'est des affaires hors divorce, ils n'ont pas nécessairement un avocat non plus, donc ils arrivent vraiment les mains dans les poches. Et on voit ces femmes qui ont beaucoup investi dans leur procédure face à des hommes qui sont complètement en retrait. Et donc là, ce qu'on a voulu souligner dans le livre, c'était le fait que les femmes, elles doivent sans cesse réclamer leur dû. Mais quand on pense aussi aux pensions alimentaires, donc un truc tout simple, vous touchez une pension alimentaire, elle est censée être revalorisée tous les ans. Bon, et ben si la femme ne réclame pas sa revalorisation de sa pension alimentaire auprès de son ex-conjoint, elle sera jamais revalorisée, la pension alimentaire. Mais réclamer à son ex-conjoint une revalorisation qui va être de peut-être 3 €, 4 € par mois. Enfin, vous voyez, est-ce que ça vaut le coût d'un conflit, Donc en fait, on peut imaginer que bien souvent elles ne sont pas revalorisées, les pensions alimentaires. Et puis on sait par ailleurs qu'il y a environ 40% des pensions alimentaires qui sont jamais payées. Et là, c'est pareil. Le coût des procédures, en fait, pour recouvrer les pensions alimentaires, même s'il y a eu des mesures prises il y a quelques années, qui est censée, donc cette agence de recouvrement des pensions alimentaires, mais qui en fait, je vous entends soupirer parce qu'en fait ça marche pas. Bah oui, voilà, très mal. C'était déjà là en fait. On a fait des annonces flamboyantes comme quoi désormais la CAF allait recouvrir les impayés de pensions alimentaires. En réalité, on fait des annonces de dispositifs qui existaient déjà et qui fonctionnent pas vraiment. Donc voilà. Donc tout ce travail, on a voulu insister là-dessus, sur tout ce travail qui est là encore complètement invisible, mais qu'on demande aux femmes de faire. Juste pour qu'elles puissent toucher ce à quoi elles ont le droit. Et puis pour terminer sur cette pension alimentaire, il y a aussi, vous mettez aussi en valeur un impensé sexiste, qui est le fait qu'elles sont fiscalisées, c'est-à-dire que les femmes qui reçoivent des pensions, enfin la personne qui reçoit des pensions alimentaires, donc en général c'est une femme, doit payer des impôts dessus, alors que celui qui verse la pension alimentaire, lui peut le déduire de son revenu. Voilà. Il n'y a pas d'explication à ça, c'est juste, mais c'est fou quand même ce truc-là. Alors c'est fou et puis c'est surprenant parce qu'il y a des pays qui ont changé de système et en fait ça rapporte de l'argent à l'État. Pourquoi ça rapporte de l'argent à l'État ? Parce que quand l'impôt sur le revenu il est progressif, les femmes, elles ont des revenus nettement inférieurs à ceux de leur ex-conjoint. Donc quand elles vont déclarer
en plus le montant de la pension alimentaire, elle reste sur des taux d'imposition très bas, donc ça rapporte pas grand-chose à l'État. Tandis que l'État, il y perd plus à ce que les hommes déduisent cette pension alimentaire de leurs revenus qui sont plus élevés et donc sur lesquels ils payent un taux d'imposition plus élevé. Donc en fait, cette mesure, cette façon de fiscaliser les pensions alimentaires, elle se fait aussi au détriment des finances publiques. Elle se fait au détriment des femmes, puisque c'est elle qui touche les pensions alimentaires dans la majorité des cas, et en plus des finances publiques. Et il n'y a aucune justification, en fait, que ce truc existe. Il n'y a pas de justification à ça. Récemment, on a eu un entretien avec un haut fonctionnaire spécialiste des allocations familiales et de la sécurité sociale, donc qui connaît très très bien les questions de finances de l'État. Et il nous a dit que en France, une des conséquences que ça avait également, c'est le fait que comme les femmes doivent déclarer les pensions alimentaires qu'elles touchent, du coup, elles vont toucher moins d'allocations familiales, avoir moins droit à des logements sociaux. Donc en fait, que l'économie que ferait l'État d'un côté, il le perd de l'autre. Mais enfin, ce qui est fascinant, c'est que donc c'est au détriment des finances publiques et surtout doublement au détriment des femmes. Et quand on y pense dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire qu'un père déduit de ses impôts ce qu'il verse pour la contribution à l'entretien de ses enfants et qu'une femme, au contraire, doit, comme un revenu de son travail salarié, déclarer et payer des impôts sur l'argent qui est versé pour ses enfants. Ça n'a en fait aucun sens. Ce qu'on a constaté, nous, dans les cabinets d'avocats et de notaires, c'est que ces enjeux fiscaux reviennent en permanence dans les histoires de succession, dans les histoires de séparation, et que c'est une manière de faire accepter aux hommes de payer des pensions alimentaires que de dire qu'elles vont être défiscalisées. Mais c'est ahurissant, et on n'a jamais eu un débat public sur cette question-là en France. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a vu qu'il y avait tous ces dispositifs, tous ces impensés, tous ces mécanismes qui font que les inégalités de patrimoine entre hommes et femmes augmentent. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon collectivement ? Est-ce qu'il y a des politiques publiques qu'on pourrait mettre en œuvre pour éviter que les inégalités de patrimoine s'accroissent ? Qu'est-ce que vous vous dites, vous ? Donc là, vous sortez un peu de votre rôle de chercheuse, mais quelles conclusions vous en tirez après 20 ans de recherche sur ce sujet ? Bon, alors évidemment, à la lecture du livre, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui pourraient être mises en place là, tout de suite. Cette histoire de fiscalisation des pensions alimentaires, étendre les mécanismes de compensation, type prestations compensatoires aux couples non mariés, les pensions de réversion, les étendre aussi aux couples non mariés. Donc, il y a un certain nombre de petites choses, de choses qu'on pourrait faire là tout de suite. Mais en fait, si on les prend les unes et les autres, indépendamment les unes des autres, on va pas y arriver. C'est pour ça que notre livre, on fait pas des recommandations politiques de ce type, parce qu'il nous semble que le problème, il est bien plus profond et il porte peut-être sur 2 points. Donc, l'un, c'est la question du travail domestique. Donc voilà, question énorme. On n'arrive pas à la réduire, cette inégalité-là, et elle a des effets colossaux. Surtout sur l'accumulation de patrimoine, sur les carrières qu'on mène, sur les relations avec les enfants, sur tout en fait. Voilà, le travail domestique, c'est vraiment au cœur de plein de problèmes d'inégalité entre les hommes et les femmes. Ça se résout pas par une loi en fait qui dirait partagez-vous le travail domestique. Donc du coup, voilà, là-dessus, il y a un vrai chantier auprès de nos fils et de nos filles, de nous-mêmes, enfin voilà, ça c'est un nœud très important. Le deuxième, c'est la question de la propriété en fait, quand on renvoie les hommes et les femmes à la famille et à la propriété et l'accumulation du capital privé, c'est pas bon pour les inégalités entre les classes sociales et c'est pas bon pour les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc là, typiquement, en ce moment, avec la question sur les retraites, on a un cas bien pratique et concret d'un recul du système de retraite par répartition en faveur d'une accumulation patrimoniale privée. Ça va pas dans le bon sens. Pour les femmes.
pour les femmes et pour les plus modestes en fait, pour les pauvres aussi. Et les deux vont ensemble. On va pas arriver à réduire les inégalités économiques entre, que ce soit de revenus ou de capital, entre les classes sociales, si on s'attaque pas aux inégalités entre hommes et femmes et vice versa. En fait, elles sont vraiment liées. Et ça, c'est toute la force de votre livre et tout ce que ça montre. C'est ça, c'est-à-dire que ça va pas être. Il s'agit pas de faire en sorte que seulement que les femmes gagnent autant ou enfin, ça va bien au-delà de ça en fait. Et l'ensemble de ces inégalités, que ce soit les inégalités entre classes sociales ou les inégalités entre femmes et hommes, elles seront d'autant plus tempérées qu'il y aura des services publics développés pour notamment s'occuper des enfants, prodiguer des soins aussi, des soins de santé. Enfin, ça veut dire quoi quand on renvoie les gens de l'hôpital le plus tôt possible à la maison ? Qui va s'en occuper, entre autres problèmes. Et aussi, plus on socialisera les revenus. Et là, on est vraiment dans une dynamique inverse. C'est pas un hasard si les inégalités entre classes sociales, entre hommes et femmes augmentent, puisqu'on donne de moins en moins de moyens aux services publics. Et avec la réforme des retraites, on diminue la part de nos revenus qui sont socialisés. Et j'ajouterais, alors il y a des réformes possibles sur le partage des tâches. On pourrait parler d'un congé paternité, pour le deuxième parent, par exemple, des choses comme ça. Il y a aussi d'autres mesures qui renvoient à la question du genre, parce que qu'est-ce qu'on montre aussi dans le livre, c'est que ces inégalités entre femmes et hommes, elles sont liées à à la construction du genre, c'est-à-dire comment dans la famille on produit des sœurs et des épouses désintéressées, qui font dévouées, qui font tout un travail émotionnel pour accepter de subir des injustices économiques dans l'intérêt de leurs enfants, dans l'intérêt de la famille, que cette construction familiale, elle trouve ses prolongements en fait dans les discriminations qu'elles subissent sur le marché du travail, et que autour de ces inégalités économiques, ce qui se joue aussi, c'est la production du genre. Et une des réformes, par exemple, qu'on pourrait imaginer, qui est mise en avant par d'autres, c'est de supprimer la question du sexe dans l'état civil, par exemple, et de faire en sorte, si les gens peuvent passer plus facilement d'un genre à l'autre, c'est une façon de contrecarrer aussi ces stratégies familiales, qui sont à la fois des stratégies de transmission d'un statut social, qui sont, comme on le montre, productrices d'inégalités en fait entre femmes et hommes, et qui permettent le maintien des inégalités de classe. Ça, c'est un niveau collectif et public, vu qu'on peut pas attendre la révolution et le grand soir. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion individuelle ? Qu'est-ce qu'on en tire pour nos vies à nous, si en tant que femme et en tant qu'homme, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on est une femme, si on a compris que si on était célibataire, ça pose un certain nombre de problèmes aussi en termes d'acquisition de patrimoine, etc. Si on va pas hériter ou si on n'a pas beaucoup de revenus, mais j'ai l'impression que en fait la mise en couple, la mise en famille, la production d'enfants et tout, c'est comme un risque économique pour les femmes en fait. Alors quoi, il faut plus se marier, il faut plus faire d'enfants, il faut au contraire se marier si on tient absolument à être en couple. Quelle leçon on peut en tirer ? Bon, moi je dirais que la première leçon, celle que je dis à mes amis depuis que je travaille sur ces questions-là, c'est d'abord ne pas se désintéresser des questions économiques. Donc ne pas faire les filles et se tenir à l'écart, se dire pour pas me friter avec mon frère, ma sœur, mon conjoint, pour acheter ma séparation, je lâche sur l'enjeu économique. J'ai déjà envie de dire ça aux femmes, en fait, que ces questions économiques et ces questions de capital, faut les regarder en face, les affronter, et peut-être que ça sera au détriment de la paix des familles, mais enfin, peut-être que ça vaut le coup aussi, quoi. Donc je dirais ça. Ouais, je dirais ça. Moi, je dirais aussi qu'on peut compter autrement dans le couple. Souvent, on se dit l'autonomie financière, finalement, c'est participer au moins à égalité financièrement avec mon conjoint dans le couple. Et alors ça, il y a plusieurs recherches qui ont montré ça, c'est que parfois, comme hommes et femmes, par exemple, se partagent le loyer, sans compter que souvent,
c'est les femmes qui vont acheter les vêtements des enfants, etc. Donc, à la limite, elles dépensent même plus pour le couple que leur conjoint qui gagne plus. Au final, lui, il épargne beaucoup plus qu'elle. Et voilà, on pourrait imaginer que dans les couples, les gens fassent le point sur qu'est-ce qu'ils mettent de côté par mois. Et se dire que peut-être le but, c'est d'égaliser ça plutôt que d'égaliser les dépenses. Et que les femmes se disent aussi que il y a deux choses. Il y a l'autonomie financière et il y a l'autonomie économique. Et je trouve qu'une des choses qui montre bien en fait la différence entre les deux, c'est combien certains hommes ont du mal à se débrouiller quand c'est leur femme qui meurt avant eux. Parce qu'ils savent pas faire la cuisine, ils savent pas faire le ménage. Et de se dire finalement que certes, on gagne moins d'argent, peut-être on apporte moins d'argent dans le couple, mais on fournit un travail et au fond prendre conscience en fait de la valeur du travail qu'on fournit et que ça nous rend légitime en fait à demander des compensations financières. Il faut se préoccuper des questions d'argent, des questions de patrimoine, repenser la comptabilité dans le couple. Je me dis aussi, c'est ce truc de par exemple, de partager les dépenses, alors même que les revenus sont pas les mêmes. Ça, c'est pour moi, en fait, finalement, l'apport du livre, c'est d'être arrivé à se dire ça. C'est que d'un point de vue des normes, c'est vraiment, vraiment rare maintenant. Enfin, quoique... C'est pas vrai. Parfois, on peut rencontrer des gens qui sont en faveur de l'inégalité. Ça devient rare quand même. La bataille des normes, je dirais qu'on l'a gagnée. Mais maintenant, c'est la bataille des pratiques. Et tant qu'on n'aura pas gagné cette bataille des pratiques, c'est-à-dire cette chose toute simple. En effet, quand on gagne 42% de moins que son conjoint, qu'est-ce que ça a comme sens de partager en deux les dépenses ? C'est pas juste en fait. Donc du coup maintenant il faut inventer des pratiques et puis les populariser et puis en parler. Moi je me souviens que quand j'étais en couple avec un mec qui gagnait 3 fois plus que moi, au début on partageait tout comme si on était en colocation, puis après je lui avais dit mais c'est quand même pas juste parce que toi pendant ce temps-là tu peux mettre de l'argent de côté et moi j'ai plus rien, et puis il avait des goûts de luxe en matière de céréales et tout ça, alors moi ça m'embêtait, enfin il y avait tout ce truc là et on avait dit bon d'accord, alors en fait on va faire au prorata de ce qu'on gagne, mais ça avait beaucoup choqué les gens autour de nous et ses parents particulièrement qui trouvaient ça vraiment et qui trouvaient que j'exploitais financièrement leur fils à cause de ça. Et quand j'en ai parlé à des amies, elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas eu l'idée en fait de ce truc-là. Elles étaient restées sur le truc de oui on gagne pas pareil, mais on va dépenser on va partager les dépenses à égalité. Tant que le couple reste ensemble, ça se voit pas trop, mais au moment où ils se séparent, c'est là qu'on voit qu'il y en a un qui s'est enrichi et l'autre non. Donc ça rejoint aussi ce que disait Titu Lecoq, qui a écrit un livre sur le travail domestique et la charge mentale, où elle disait mais en fait il faut parler de ça en couple, il faut parler de travail domestique, qui fait quoi, et il faut parler d'argent. Et c'est vrai que de par notre socialisation de genre, les filles sont pas encouragées à parler d'argent en fait, et à réclamer de l'argent et à s'y intéresser. Exactement. Pour terminer, Céline Bessières, quelle est l'œuvre d'art que vous voulez recommander, ou l'œuvre tout court? Alors c'est un film. Alors c'est exactement dans le fil de tout ce qu'on s'est raconté. C'est le film Marriage Story. Qui est très facile à voir, c'est sur Netflix en ce moment. Ah oui, c'est avec Adam Driver et Scarlett Johansson. Exactement, et c'est Noah Baumbach, le réalisateur. Alors, j'ai vu ce film 2 fois dans les derniers mois. Alors, en général, je déteste tous les films qui ont à voir avec les divorces. Parce que souvent, je trouve qu'au cinéma, c'est extrêmement faux par rapport à la réalité. Alors là, on est aux États-Unis. Et ce que je trouve juste dans ce film, c'est que c'est subtil. C'est un peu le couple idéal. Ils sont magnifiques tous les deux. On voit pourquoi ils se sont aimés. Et on voit aussi de façon très subtile tout un tas de choses sur comment elle l'a suivi dans sa carrière professionnelle à lui. Comment, en fait, petit à petit, elle a sacrifié des choses, elle, pour lui, que lui s'en est en fait même pas vraiment rendu compte. Que c'est évident que c'est elle qui doit s'occuper davantage de son enfant. Et c'est pas qu'il aime pas son enfant. Enfin, il a vraiment l'impression d'être un bon père et il est un bon père, en fait.
Et puis ensuite, on les voit dans la machine judiciaire. C'est assez drôle aussi, je dois dire, ce film. Et on les voit se friter. Les scènes de conflit sont à la fois horribles et en même temps drôles et réalistes. Et réalistes, ouais. Et donc, voilà, j'aime bien ce film. Super, merci. Ouais, moi je voulais vous inviter à lire ou relire les Black et Mortimer de Jacobs, les vieux, parce que si vous les relisez, moi je les ai lus, moi, pendant mon enfance, j'ai régulièrement lu ces BD-là, et récemment, en les reprenant, j'ai remarqué qu'il y avait certains tomes dans lesquels il n'y avait aucune femme. Quand je dis aucune femme, c'est aucune femme qui parle, mais aussi aucune femme du tout. Par exemple, dans Le Secret de l'Espadon, je crois que sur les 2 tomes, on n'en voit aucune, y compris parmi les figurants, les scènes de rue, les scènes de guerre, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre... imaginons une BD où il y aurait que des femmes. On s'en rendrait immédiatement compte. Enfin, ce serait le sujet, ce serait... Et là, on voit comment, dans nos sociétés, on peut, y compris moi, petite fille, lire les aventures des Black et Mortimer en imaginant qu'il peut y avoir des guerres mondiales, sans qu'aucune femme n'intervienne et n'ait le moindre rôle dans tout ça, en fait. Et je trouve que ça montre bien à quel point tout ce que font les femmes, le travail qu'elles mènent, peut être socialement totalement invisibilisé. Et je trouve, voilà, c'est une bonne expérience que de les relire et d'essayer de comprendre, mais comment c'est possible, en fait, qu'on lise ces BD sans s'en rendre compte. Avant de terminer ce 59e épisode des Couilles sur la table, je tiens à remercier Sybille Golac et Céline Bessières pour leur patience et leur pédagogie. Et puis vraiment, je vous conseille la lecture de leur livre, Le genre du capital, publié aux éditions de la Découverte. C'est vraiment un livre important, très fouillé, documenté, mais qui est passionnant à lire et qui reste très accessible, même pour les non-spécialistes. Je me dis aussi que c'est un bon cadeau à faire si vous avez des gens autour de vous qui travaillent sur ces questions de patrimoine, qui sont avocats ou juges ou notaires. C'est vraiment une lecture indispensable. Merci à toute l'équipe de Binge Audio qui produit ce podcast depuis le début, à Quentin Bresson pour la réalisation à distance, à Camille Regache pour son édition et sa mise en ligne, à Sébastien Brosier pour ses superbes illustrations. Vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Je suis toujours très curieuse de savoir ce que vous avez pensé des épisodes, si ça résonne avec des aspects de votre vie. Et puis ça fait toujours plaisir de voir que vous en parlez sur les réseaux sociaux. Donc prenez soin de vous et à bientôt.